Bonjour à vous, mes hockey fans, et bienvenue à un autre aperçu pour la saison 2024-2025 de la LNH. Et aujourd'hui, on s'attaque à nul autre que les champions de la Coupe Stanley, les Panthers de la Floride, avec une petite Coupe Stanley ici. Alors, pour les Panthers de la Floride, ça a été quand même un sacré parcours, hein. On fait juste se remettre un peu en perspective les choses. En 2022, pour la première fois depuis 1996, les Panthers de la Floride remportaient une série éliminatoire. C'était contre les Capitals de Washington. Et depuis 2022, eh bien, en 2023, on atteint la finale de la Coupe et en 2024, on remporte la Coupe Stanley. C'est quand même tout un parcours qu'on a connu du côté des Panthers de la Floride. Évidemment, il y en a plusieurs, dont moi le premier, qui considérait que Bill Zito avait fait une grosse connerie quand il avait échangé Jonathan Huberdeau avec Mackenzie Weegar pour Matthew Tkachuk, mais force est d'admettre, c'est avec les résultats de Huberdeau et de... Ben, Weegar quand même pas si mal, mais de Huberdeau du côté de Calgary, et les résultats de Matthew Tkachuk du côté de la Floride, force est d'admettre, c'est qu'il a bien fait son move. Donc, il a très bien pensé son équipe. Et si on regarde ça, ben, il y a une équipe qui a du caractère. Et c'est probablement la profondeur et le caractère qui a permis aux Panthers de la Floride de finalement mettre la main sur la Coupe Stanley. Puisque, on se rappelle, là, les Panthers avaient remporté les 3 premiers matchs face aux Oilers d'Edmonton. Et ils ont passé très proche d'échapper cette série finale-là. Puisque les Oilers ont ramené ça 3-3. Et puis, finalement, les Panthers vont réussir à remporter le 7e et ultime match à domicile au pointage de 2-1. Et c'est nul autre que notre cher Sam Rennard qui, pour le moins qu'on puisse dire, a passé à la banque après une saison exceptionnelle. Non seulement est-ce qu'il a totalisé 94 points, il a compté 57 buts. Deuxième meilleur buteur de la LNH, tout juste en arrière de Austin Matthews. Et il a paraffé un très lucratif contrat de plusieurs années. Donc, d'avoir compté le but comme ça, le but qui a donné la Coupe Stanley à l'organisation, je pense que ça a dû peser aussi dans la balance. Tous les arguments étaient de son côté. Puis pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins Sam Rennard, qui a eu une bonne saison offensive, mais c'est un gars qui est responsable aussi défensivement. Fait que c'est tout un joueur là, qu'on a. Puis on l'a signé pour longtemps, fait qu'il a signé vraiment un très gros contrat pendant la saison morte pour ce qui est de Sam Rennard. Et c'était d'ailleurs la priorité de Bill Zito pendant la saison morte. Alors, on revient encore une fois cette année avec Bill Zito. Il n'y a pas de raison de changer une formule qui a gagné. Donc, on revient avec notre directeur général Bill Zito, avec notre entraîneur-chef Paul Morris. Paul Morris qui... Ça allait bien même à l'époque de Joel Canville, on se rappelle un peu, là, mais ça allait bien même à l'époque de Joel Canville. Mais franchement, l'organisation qu'on a vue l'année passée a fait preuve de beaucoup de caractère. Et c'est là d'ailleurs où je mentionnais le caractère, c'est que le fait que les Oilers ont réussi à ramener ça 3-3 dans la série finale, on aurait pu nous écraser, faire comme, tu sais, on a échappé 3 back-à-back, on l'a échappé bien raide, là, tu sais, et non, non. On a quand même réussi à tenir tête aux Oilers d'Edmonton qui avaient vraiment trouvé tous leurs repères. Puis les Oilers ont fait, au début, peut-être pas nécessairement, mais au final, ont fait quand même une opposition assez farouche. Il y avait une victoire de 8-1, je me rappelle bien. Donc, c'est ça. Les Panthers de la Floride ont réussi à se remonter. Puis tant mieux pour les Panthers parce que c'est une première Coupe Stanley dans leur histoire. Donc, champion de la Coupe Stanley, Panthers de la Floride. On a terminé quatrième au niveau de la Ligue nationale et troisième au niveau de la conférence de l'Est. On a remporté la Coupe Stanley. On a 52 victoires, 24 défaites, 6 défaites en prolongation pour un total de 110 points en saison régulière. Une moyenne de buts marqués de 3,23 pour le 11e rang dans la Ligue nationale au niveau de l'attaque. Une moyenne de buts encaissés de 2,41 pour le premier rang dans la Ligue nationale. Et franchement, l'organisation a très bien joué. Ils ont bien joué en série, ils ont bien joué en saison régulière. C'est sûr que Bobrovski a connu une bonne saison, mais il reste que, tu sais, de manière générale, l'organisation a vraiment très bien joué. Puis ça, ben, c'est tout à leur avantage. Shout-out aussi à nos gardiens, comme j'ai dit, Bobrovski, mais aussi Stollards. Stollards qui, en 27 matchs, 2,03, 925 d'efficacité. Il a connu quand même une bonne saison, lui aussi, Stollards, qui ne sera pas de retour cette année, là. Mais c'est sûr que ça l'aide. Ça, c'est sûr et certain que ça l'aide les gardiens de but quand notre équipe joue bien devant. Et ben, on a des gardiens qui ont réussi à tenir le fort. Donc ça, franchement, très solide. 2,41 de moyenne de but encaissé, premier dans la ligue. 23,5 en avantage numérique, on est 8e dans la ligue et 82,5 en désavantage. On est 6e dans la ligue. Sam Rennard a terminé avec 57 buts. Évidemment, il a été le plus gros marqueur de son organisation, terminant au deuxième rang de la Ligue nationale, tout juste en arrière de Austin Matthews. Il a terminé avec 94 points, donc premier rang pour ce qui est des pointeurs du côté des Panthers de la Floride. Sam Rennard encore. Il était dans le top 10, je ne me rappelle pas s'il était dans le
top 5 pour les points. Je pense qu'il n'était pas dans le top 5. Il me semble qu'il était genre 8-9 dans la ligue, quelque chose comme ça, avec 94 points. Le meilleur défenseur aura été Forsling en 79 matchs, 39 points, plus 56 de différentiel, plus moins, pour le premier rang dans la Ligue nationale à plus 56. Avec une bonne saison, somme toute, là, pour ce qui est de Forsling. Il y a beaucoup de départs du côté des Panthers là, entre l'année passée et cette année. Celui que moi je trouve qui fait peut-être le plus mal, c'est Brandon Montour. Là. Mais sinon, Brandon Montour ne sera pas de retour. Oliver Ekman-Larsson ne sera pas de retour. Tarasenko, Stenlund, Lundberg. Donc, il y a plusieurs joueurs qui ont quitté depuis la saison passée. Ça va être à voir si on va être capable de se regrouper avec le corps. Le corps reste le même quand même, c'est pas ça la question. Mais on va voir si on va être capable de se regrouper et de former encore une équipe avec de la profondeur et du caractère comme on a eu l'année passée. Les espoirs qui pourraient être à suivre cette année, on va commencer avec Maki Samoskevich. Donc Samoskevich, il est âgé de 21 ans. C'est un ailier droit / un joueur de centre qui mesure 5 pieds 11, 192 livres. Il a évolué majoritairement au niveau de la Ligue américaine la saison dernière. En 62 matchs, il a 22 buts, 32 passes pour 54 points. Il a joué aussi un petit peu dans la Ligue nationale. En 7 matchs, il n'a aucun point pour ce qui est de Samoskevich. Alors, c'est un joueur qu'on établit comme étant avec de très bonnes mains, un tir furtif et un bon sens de hockey. Une intelligence hockey. Une bonne intelligence hockey pour ce qui est de Samoskevich. Alors, ça se pourrait qu'on le voit dès cette année. D'ailleurs, il y a une opportunité de le faire. Moi, je l'ai mis dans ma formation. Mais ça se pourrait très bien qu'on le voit dans la Ligue nationale dès cette année. En termes de deuxième espoir, on va y aller avec Justin Sourdif. Lui, il a 22 ans, un ailier droit ou centre, qui a évolué majoritairement au niveau de la Ligue américaine la saison dernière. En 58 matchs, il a 12 buts, 26 passes, 38 points. C'est un gars qui mesure 5 pieds 11, 172 livres. Assurément pas le plus grand, pas le plus gros, mais il en reste pas moins que c'est un gars qui est très impliqué physiquement pour ce qui est de Sourdif. Donc c'est un gars qui laisse pas sa place. C'est un joueur qui aime ça aller dans le trafic et qui a quand même un tir très lourd. Donc le tir qui serait lourd dans le sens puissant. Alors c'est un joueur qui peut aller là où ça fait mal. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours apprécié par les organisations de la LNH. C'est un gars qu'on pourrait peut-être voir dans la Ligue nationale cette année, mais qui devrait théoriquement jouer du côté de la Ligue américaine l'année prochaine. Et le troisième espoir, on va y aller avec Mike Benning, 22 ans. Lui, c'est un défenseur qui a joué majoritairement aussi, non, totalement, dans la Ligue américaine la saison dernière. Donc en 72 matchs au niveau de la Ligue américaine, il a 9 buts, 17 passes et 26 points. Alors, on parle d'un gars ici qui a un très bon tir, qui a de bonnes passes et qui a une bonne lecture de jeu qui lui permet d'anticiper les jeux pour désamorcer l'attaque adverse. Alors, c'est un défenseur qui est un défenseur qu'on aurait bien aimé voir au niveau de la Ligue nationale cette année, mais on a fait des additions du côté des Panthers de la Floride qui fait qu'on n'aura peut-être pas nécessairement besoin d'avoir ce genre de profondeur-là. Mais si blessure il y a, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Ben là, à ce moment-là, on pourrait rappeler Mike Benning. Alors, on y va maintenant avec un alignement qui est un alignement projeté. C'est mon alignement à moi. Donc, je répète que pour le moment où je filme actuellement, ben les camps d'entraînement ne sont pas commencés. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres signatures et ainsi de suite. Ça se peut que ça change d'ici le début de la saison. Mais au moment de tourner, c'est l'alignement que je propose au niveau des Panthers de la Floride. Évidemment, on vient de gagner la Coupe Stanley. Pourquoi changer les choses qui vont bien? Quand ça va bien, on reste comme on est. Fait bref, on y va tout comme ça. Et j'ai décidé d'y aller avec une ligne qui est une ligne qu'on a vue plus souvent au niveau des Panthers la saison dernière, qui est celle de Verhaeghe, Barkov et Reinhardt comme première ligne. Alors, dans le cas de Verhaeghe, la saison dernière, excellente saison, 72 points en 76 matchs pour ce qui est de Carter Verhaeghe. Pour ce qui est de Barkov, évidemment, vous le connaissez, Barkov, joueur très complet, intelligent, qui fait toujours bien paraître ses coéquipiers. Sam Reinhardt en n'est pas étranger. 80 points en 73 matchs pour ce qui est de Sacha Barkov, qui est devenu le premier capitaine d'origine finlandaise à soulever la Coupe Stanley. Alors, il a marqué l'histoire à sa façon. Très bel accomplissement pour ce qui est de Barkov et un joueur qui mérite amplement là, ce bonheur-là de remporter la Coupe cette année. Et par la suite, à la droite, on y va avec Sam Reinhardt. Lui, c'est 94 points en 82 matchs la saison dernière du côté de la Floride, dont 57 buts. Sam Reinhardt, c'est un joueur qui a quand même de bonnes responsabilités défensives et c'est un gars qui est capable de jouer au centre. Et ça, ben, c'est intéressant parce que on peut, advenant que Barkov est chassé, on peut faire mettre Reinhardt à la mise au jeu. Puis on devrait être relativement confortable avec ça. Donc, c'est intéressant comme première ligne parce qu'on a une première ligne qui a déjà joué ensemble la saison dernière quand même à une bonne fréquence puis qu'on a bien performé de façon générale. En termes de deuxième ligne, encore là, j'y vais avec des gars qui ont joué quand même
peut-être plus ensemble Bennett et Kachuk, mais quand même des gars qui se connaissent déjà bien. Mais Bennett et Kachuk, on joue quand même pas mal ensemble. Et je rajoute Rodrigue avec eux. Alors, dans le cas de Rodrigue, lui, c'est 36 points en 80 matchs la saison dernière. Évidemment, c'est pas de quoi se péter la tête, ses murs. Mais ça, c'est une ligne qui est capable de faire mal offensivement et physiquement. Parce que Sam Bennett, c'est un enfant terrible et Matthew Kachuk aussi. C'est des gars qui dérangent, c'est des gars qui frappent, c'est des gars qui font mal. 41 points en 69 matchs pour ce qui est de Sam Bennett. Malheureusement, il a manqué une dizaine de matchs à peu près. Et il n'a pas joué la totalité des séries éliminatoires d'ailleurs. Il est rentré pendant les séries éliminatoires. Je ne sais pas si je me l'avais marqué. Mais il avait joué comme. Moi, c'est ça, il a joué 19 matchs. Donc, il a manqué comme les 5 premiers matchs des séries éliminatoires. Pour ce qui est de Sam Bennett, mais ça, c'est un gars qui. Tu le veux dans ton équipe parce que c'est un gars qui peut être très fatigant et qui peut te faire mal offensivement. Alors, 41 points, 69 matchs pour ce qui est de Sam Bennett. Matthew Kachuk, encore 88 points, 80 matchs, plus d'un point par match. C'est un gars qu'on peut utiliser d'ailleurs à l'occasion sur la première ligne là, parfaitement. Ce ne serait pas un problème dans le cas de Matthew Kachuk. Maintenant, on va y aller par la suite avec la troisième ligne. Encore là, j'y étais avec des gars qui ont joué peut-être plus souvent ensemble, là, dans le cas de Lustainen et de Lundell. Les deux se connaissent bien et ont joué quand même assez fréquemment ensemble l'année passée. Par contre, j'ai mis une recrue avec eux. Pourquoi pas? On se fait plaisir. On va essayer de brasser un peu les dés dans le bottom 6 et non dans le top 6. Alors, j'ai été avec Lustainen du côté de l'aile gauche. Lui, c'est 27 points en 82 matchs la saison dernière. Anton Lundell, lui, 35 points en 78 matchs la saison dernière. Lundell qui est jeune, là, 22 ans. C'est pas tellement vieux. Il y a peut-être ce point-là que je trouve qui est un peu léthargique, parce que 25 ans, 22 ans et 21 ans, c'est une ligne qui est quand même très jeune. Mais bon, c'est une ligne de l'avenir. Et dans le cas de Lundell, ben, je trouve ça intéressant de le faire jouer avec Samoskevich. 7 points en 7 matchs, excusez-moi, et aucun point la saison dernière avec les Panthers. Parce que c'est des joueurs qui sont des joueurs qui peuvent contribuer offensivement et qui sont de l'avenir de l'organisation. Fait que je trouve ça intéressant quand même de les mettre les deux ensemble. Puis dans le cas de Lustainen et Lundell, ben, c'est parce que les autres, ils se connaissent déjà quand même relativement bien. Et là, en termes de quatrième ligne, j'y étais avec les nouveaux venus, tout simplement. Fait que, on y va ici avec Jesper Boquist. Lui, c'est 14 points en 47 matchs la saison dernière du côté de Boston. Par la suite, Nosek, 6 points en 36 matchs du côté du New Jersey. Et Greer, lui, c'est 12 points en 59 matchs du côté des Flames de Calgary. En termes de scratch, j'y étais avec Gadjovic. Alors, Gadjovic, lui, a joué quand même 39 matchs la saison dernière. Il est âgé de 25 ans, seulement 4 points. Alors, c'est des gars que, bon, ils sont nouveaux dans l'organisation, on ne sait pas s'ils vont avoir une cohésion entre eux, mais en tant que quatrième ligne, c'est peut-être un peu moins dramatique qu'il y ait une grosse ou non cohésion entre eux. Ils vont apprendre à jouer ensemble, donc on va les faire pratiquer beaucoup ensemble. Puis, tu sais, si vous regardez le portrait sommaire, là, c'est que c'est des gars quand même que ils se connaissent déjà pas mal du côté de la Floride. Fait qu'on n'a pas trop rapiécé, puis quand on rapièce trop, le problème qu'on peut avoir, c'est que les gars se connaissent pas, la chimie pogne pas, puis il y a un manque de cohésion, puis tout ça. Tandis que là, on a une très bonne base. On garde à peu près les mêmes attaquants qu'on avait l'année dernière. Pas totalement, évidemment. J'en ai parlé tantôt, il y a eu des départs, dont entre autres Tarasenko. Mais somme toute, ça bouge pas trop et ça c'est intéressant. Maintenant au niveau des défenseurs, ben encore là, ça a bien été la saison dernière, pourquoi changer ce qui va bien? On a eu quelques départs dont Montour et Oliver Ekman-Larsson, sauf que là, ben on a des gars qui se connaissent quand même déjà bien en Forsling et Ekblad. Fait que j'y retourne avec Forsling et Ekblad, qui sont une des paires qui a été le plus fréquemment utilisée la saison dernière par les Panthers. Forsling, une très bonne saison, 39 points, 79 matchs la saison dernière. Dans le cas d'Ekblad, ben c'est monsieur blessure. À tous les ans, il y a quelque chose, il est tout le temps blessé, 18 points en 51 matchs. Encore là, une saison incomplète pour ce qui est d'Ekblad. Bref, toujours un peu compliqué. C'est un défenseur qui peut apporter de très bonnes choses, mais malheureusement, il n'est pas assez présent pour le faire au plein potentiel. En termes de deuxième paire, j'ai été avec Kulikov, 20 points en 76 matchs la saison dernière, que je fais jouer avec Nicolas, c'est 17 points en 82 matchs. Encore là, c'est juste une pairing qui se connaît bien, fait que moi je trouve ça intéressant de les garder ensemble. Et en termes de troisième paire, ben, je vais avec des nouveaux venus. Alors cette fois-ci, c'est pas Jesper, mais bien Adam Boquist, un petit peu plus jeune, 23 ans pour ce qui est d'Adam Boquist. 10 points en 35 matchs la saison dernière du côté de Columbus, que je fais jouer avec le vétéran Nate Schmidt. C'est 14 points en 63 matchs du côté de Winnipeg pour ce qui est de Schmidt. Fait que de faire jouer un vétéran de 33 ans avec un jeune de 23 ans dans mon dernier pairing, je trouve ça intéressant. C'est des gars qui aiment bien patiner les deux, c'est des gars qui aiment bien se porter un peu à l'attaque. Donc, peut-être le même style de joueur, c'est peut-être ça qui est un peu moins intéressant. Mais il reste que sur une troisième page, je pense qu'on peut apprendre là, du côté de Boquist. Puis Nate Schmidt, ça peut être quand même un gars qu'on peut suivre. Évidemment, à 14 points, 63 matchs, c'est pas
C'est pas un défenseur très très offensif, là, mais c'est un défenseur qui bouge beaucoup par contre. Alors, en termes de scratch, ben là, j'y ai été avec Balinkis. C'est 26 points du côté de la Floride la saison dernière. 26 points. 26 matchs, dis-je bien, 3 points. 28 ans pour ce qui est de Balinkis. Balinkis. Wouh! Tough celle-là. En termes de gardien de but, ben là, comme j'ai dit tantôt, Stollard, c'est parti. Alors, Spencer Knight, ça a été difficile dans les dernières années, dont entre autres le programme d'aide aux joueurs. La saison dernière, il a joué, ma foi, en totalité dans la Ligue américaine, exact, du côté de Charlotte, dans la Ligue américaine. Fait que je pense qu'il n'y a pas. Il n'y a pas vraiment de question. Bobrovski est notre partant. 58 matchs la saison dernière, 2,37 et 2,37 de moyenne et 915 d'efficacité en saison régulière. Mais en séries éliminatoires, Bobrovski a été aussi très dominant. Là. 24 matchs, 2,32, 906 d'efficacité. Puis je vous rappelle que les Oilers, c'est une puissance offensive là, en finale qu'on a affronté. Puis c'est quand même 7 matchs, là, entre autres une dégelée de 8-1. Là. Fait que, bref, a très bien fait, somme toute, là, en saison régulière et en séries éliminatoires pour ce qui est de Sergei Bobrovski. Spencer Knight, lui, un gardien de but de 23 ans, un petit peu plus jeune. C'est un gars qu'on a bon espoir de développer du côté de la Floride depuis quelques années. Ça s'est compliqué, entre autres, à cause d'éléments personnels, dans son cas à lui. La saison dernière, du côté de Charlotte, dans la Ligue américaine, 45 matchs, 2,41 de moyenne et 905 d'efficacité. C'est pas exceptionnel, mais c'est quand même bien, somme toute. Là. Fait que normalement, c'est lui qu'on voudrait avoir comme auxiliaire. Mais on a rapatrié Chris Drager. Donc, Chris Drager, c'était le gars qu'on avait repêché dans le repêchage d'expansion lorsque le Kraken était arrivé dans la LNH. Donc, le Kraken avait réclamé à l'expansion Drager. Où il avait signé. Il me semble qu'il l'avait réclamé. J'ai un doute. Mais en tout cas, bref. Le Kraken avait volé Drager aux Panthers de la Floride. La saison dernière du côté de Seattle, en 2 matchs, il a 2,51 et 917 d'efficacité. Sinon, il a joué quand même pas mal dans la Ligue américaine en 39 matchs, 2,26, 917 d'efficacité. Même efficacité dans la Ligue américaine qu'à LNH, quand même pas pire. Donc, advenant que ça ne marche pas avec Spencer Knight, ben à ce moment-là, on a Drager qui peut très bien step up. On est backé au niveau du gardien de but auxiliaire du côté de la Floride. Alors, du côté de la Floride, ben, je dirais que je pense pas que les changements vont être des changements qui vont vraiment nuire énormément ni à la force d'unité du groupe, ni à la cohésion du groupe. C'est la raison pour laquelle, d'après moi, c'est une organisation, encore une fois, qui est bâtie pour faire les séries, peut-être même pour gagner une deuxième coupe d'affilée. J'émets quelques doutes qu'on va réussir à gagner une deuxième coupe 2 en 2. On ne sait jamais. Mais je pense que c'est une équipe qui va dans le corridor et possiblement qui retourne encore en finale la saison prochaine. Par contre, du côté de la Floride, on a joué beaucoup de hockey dans les 2 dernières saisons. Fait que peut-être que là, de jouer encore beaucoup de hockey cette année, ça va les épuiser un peu puis qu'on va peut-être avoir plus de difficultés. Fait que moi, j'ai mis dans le corridor. Voilà. Alors, d'après vous, les Panthers de la Floride, est-ce que c'est une organisation qui est encore bonne pour aller dans le corridor, peut-être même directement en finale et voire même gagner 2 fois en 2 ans? Eh bien, faites-le moi savoir au travers des commentaires. Je vous dis un gros merci d'avoir regardé ma vidéo. On n'oublie pas, on s'abonne, active la petite cloche et d'autres aperçus qui s'en viennent. Sur ce, on se revoit très bientôt. Bye bye.